En fait, je me sens professionnel avec ce micro. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué dessus. J'invente rien, c'est un flop 2019. Au moins deux grands piliers de la critique française sur YouTube proposent ce concept depuis des années, mais c'est un style qui me plaît et j'ai voulu m'y essayer. C'est assez dangereux dans la mesure où en fait je vais parler de films que probablement vous avez aimés, mais moi non. Mais je suis là pour expliquer pourquoi. Il y a quelques points que je voudrais soulever avant de commencer la vidéo. Dans un premier temps, effectivement, c'est que c'est une opinion personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez me démontrer le contraire, n'hésitez pas à aller sur la plateforme des commentaires. Je serai ravi de pouvoir les lire et potentiellement d'y répondre. Le deuxième point, c'est que si je porte un bonnet, c'est parce que mes cheveux ne respectent pas le cosmos, tout simplement. Troisième point, il y aura des films Netflix dans ce classement, parce qu'on pose souvent la question, est-ce que les films Netflix peuvent être considérés comme du cinéma? Oui. Est-ce que les films Netflix peuvent être considérés comme du bon cinéma? Alors, et en quatrièmement, comme j'ai la flemme, je vais vous énumérer tous les flops que j'ai pu voir, et à la fin, je ferai un top 3. Dans la vidéo, vous aurez les timecodes de tous les films, plus à la fin, le timecode pour aller directement au top 3, au cas où ce seraient des films que vous n'avez pas, soit que vous n'avez pas vus, soit qui ne vous intéressent pas. Et enfin, le dernier point avant de commencer, je n'ai pas vu tous les films sortis en 2019, parce que j'ai pas envie, et parce que, par exemple, je ne suis pas la cible pour des films du genre La Petite Famille. On commence avec le DC Comics. Et non, c'est pas le Joker. Shazam, qui est un film réalisé par David F. Sandberg, j'espère l'avoir bien prononcé. Ce film m'a pas plu, tout simplement. À ce moment de l'année, en fait, le DCU était dans un déclin qu'on ne pouvait plus stopper, jusqu'à l'arrivée, évidemment, du Joker. En fait, ce qui m'a gêné dans ce film, c'est que, en termes de construction, en fait, on sait pas trop où ça veut aller. Dans le cadre du registre, on sait pas si ça va être drôle, on sait pas si ça va être sérieux. On est vraiment sur deux registres qui se mélangent pas super bien en fait. Le film par moment est drôle, mais il y a des fois où en fait ils veulent vraiment rallonger les blagues et c'est un échec. Je pense par exemple à la scène où il y a le méchant joué par Mark Strong, j'ai oublié le nom, et Shazam qui se tiennent en face à face autour de bâtiments. Et Mark Strong commence à parler, mais comme il est trop loin, Shazam lui dit écoute, je t'entends pas. Cette scène marche bien, elle est marrante, mais c'est juste qu'en fait ils l'ont faite vraiment facile sur 30 secondes. Les plus courtes sont les meilleures, et en fait ce film n'a absolument pas compris. L'autre élément en fait qui m'a gêné, c'est le phénomène un peu symptomatique des films de super-héros, ou même les films d'action, c'est que le méchant n'a absolument aucun background, on sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas pourquoi les méchants, c'est bonjour, je suis méchant, et j'aime bien être méchant. C'est vraiment ça, et c'est clairement dommage. Donc non, ce film, non, moi ça m'a pas convaincu. Je pense qu'il y en a qui ont bien aimé, mais dans mon cas, je suis resté un peu sur ma faim et c'est dommage. Le deuxième film, je risque de me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Red Sparrow. Beaucoup de critiques françaises, notamment parmi les youtubeurs, disent que ce film est poétique et qu'il est bien réalisé. Bien réalisé, c'est vrai, j'ai rien à redire là-dessus. Poétique, c'est moins vrai. Le film tient deux discours. Le premier sera de dire que la Russie sera toujours l'ennemi des États-Unis, voire même du monde entier, voire même de tout l'univers. Et le deuxième, c'est dire la femme contrôlera toujours l'homme par le sexe. Ce qui me gêne avec le premier discours, c'est que ce discours n'est plus trop d'actualité, on n'est plus à l'époque de la guerre froide. Beaucoup de productions américaines ont encore ce truc de mettre en méchant soit des asiatiques, soit des orientaux, pour ne pas dire des arabes, soit justement des russes. Je pense que ce discours, pour la plupart des ethnies concernées, ça ne les concerne plus vraiment. Même au-delà de ça, je trouve que personnellement que c'est assez cliché de tenir ce genre de discours à travers des grosses productions. Le deuxième discours, ce qui va me déranger, c'est qu'on vit un temps où on lutte pour l'égalité homme-femme, pour l'équité homme-femme exactement. Moi je trouve ce genre de discours un peu contre-productif. Le but n'est pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux, c'est juste qu'ils prennent le parti de tenir ce discours. Ça peut être un petit peu problématique pour le film. Non seulement parce qu'il n'apporte rien, parce que pour moi toutes les scènes de nu n'apportent rien au film, mais en plus parce que même sur le plan social, c'est peut-être pas le meilleur truc à dire quoi. En fait ce film, c'est Atomic Blonde, mais en moins bien. Parce que Atomic Blonde, il y avait un fil rouge, Charlize Theron jouait terriblement bien, je ne remets pas en cause la performance de Jennifer Lawrence, mais en plus il y a deux twists en fait qui sont absolument impressionnants. On est vraiment sur un bon film d'espionnage, qui renouvelle le style et qui propose quelque chose de vraiment qualitatif. Tandis que là, il n'y a aucune plus-value au genre espionnage, et le twist est beaucoup trop téléguidé, on sent venir le truc à des kilomètres. La seule qualité que je peux attribuer au film, si ce n'est pas la réalisation, c'est qu'ils ont un acteur qui ressemble vraiment à Vladimir Poutine, et ça c'est drôle. Hobbs & Shaw. Je suis un peu injuste quand je parle de ce film, parce que ce film n'a pas pour vocation d'être un grand film d'auteur ou un grand film qualitatif. C'est juste un bon film d'action où ça bourrine bien avec deux mecs badass et des grosses caisses. Ça c'est vrai, là-dessus ça marche bien. Là où ça va me gêner, c'est vis-à-vis en fait de tout le scénario en fait qui a été créé. En fait, pour faire simple, il y a un méchant joué par Idris Elba dont j'ai encore oublié le nom, qui souhaite à l'origine je dis bien, se venger de Shaw par rapport à un différend qu'ils ont eu avant. Sauf qu'entre-temps, il a rejoint un groupe de scientifiques. Ce groupe a pour objectif de détruire une grande partie de la planète et ne garder que les personnes qui vont survivre à l'expérience qu'ils vont faire, en l'occurrence le fait d'optimiser les êtres humains. Que le mec veuille se venger de Shaw, c'est ouais, ok, mais de rejoindre ce groupe-là,
j'ai pas trop compris en fait le lien direct entre ces deux trucs. Ça se tient, mais dans la construction du personnage, c'est peut-être pas le meilleur truc à avoir proposé, donc ça c'est dommage. La seule qualité que j'attribue au film, c'est qu'en fait on parle de deux gros méchants de la franchise Fast and Furious qui s'unissent et du coup ça crée un duo assez sympa. Même si par moments il y a des scènes qui sont un peu gênantes, notamment quand ils se font ces espèces de joutes verbales où ils s'insultent chacun leur tour, c'est un petit peu gênant. Mais dans l'ensemble ça se passe assez bien. Et le dernier truc moi qui m'a gêné dans ce film, c'est l'aspect surréaliste du film. Si Hobbs & Shaw était une franchise totalement indépendante, je n'aurais rien dit, sauf que là ça appartient à la franchise Fast and Furious. De toute façon, Fast and Furious était voué au déclin sur ce plan-là, parce que pour moi il y a que les 3 premiers qui sont vraiment bien, il y a cet esprit underground, on parle vraiment de 3 vrais films de caisse, et à partir du 4, on est vraiment sur des films d'action avec des voitures. C'est un parti pris, c'est une direction artistique que je ne conteste pas, moi ça m'a moins plu, par contre c'est vraiment à partir du 6, ça part en vrille, parce que les persos sont... c'est totalement irréaliste ce qu'ils font. Quand on repense à Dom qui saute d'une voiture à une autre pour rattraper l'actrice, la Michelle, je sais plus quoi là, Michelle Rodriguez je crois. Ouais. Là c'est trop quoi. Là c'est vraiment trop. Pareil dans le 7, dans le 8 c'est absolument... Dans le 8 c'est... Quand je l'ai vu, j'ai dit... Qu'est-ce que je regarde? Et en fait, Hobbs & Shaw, c'est la conclusion finale. On est vraiment sur quelqu'un qui a des super pouvoirs littéralement. Et c'est dommage. J'ai quoi d'autre à rajouter sur ça? Ouais, c'est tout. Premier film de Netflix, et pas le dernier, I Am Mother, réalisé par, je sais plus, il est réalisé par Grant Sputor, je connais absolument pas cette personne. L'idée originale du film aurait pu être sympa, puisqu'il s'agit d'un univers post-apocalyptique, où il n'y a que, à notre connaissance, 2 survivants, sur une planète régie par les robots. Sur le papier, l'idée est bien, mais alors sur la réalisation, c'est un point qui me dérange beaucoup avec Netflix, c'est qu'en fait, avec les séries, ils vont faire quelque chose vraiment qualitatif, où ils vont proposer des trucs vraiment bien chiadés. Mais au niveau des films, c'est un tout autre travail, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont vraiment ratés. Là, je pense à Oblivion, ou Oblivion, je m'en souviens plus. C'est ce que moi j'appelle le syndrome de Netflix. C'est un film qui, sur papier, a une idée qui est plutôt pas mal, mais à la réalisation, c'est pas beau. I Am Mother, au même titre que de nombreux films Netflix, je trouve l'univers super froid, super impersonnel, il n'y a rien d'original. Le film dure 1h30 et pourtant c'est long, parce qu'on parle quand même d'une fille qui se fait éduquer par un robot, d'où le titre. Il y a une autre femme qui apparaît de l'extérieur, qui essaie de comprendre ce qui se passe, et ensuite les 2 filles ressortent pour voir en fait si la Terre est aussi hostile que les robots ne le prétendent. Il se trouve que pas du tout, et en fait ça dure 1h30, et il n'y a pas assez de développement, il y a des scènes qui sont trop longues, et même la scène finale, soit je l'ai pas comprise, soit elle n'a aucun apport. Dernier film avant le top 3, vous le connaissez déjà, j'ai fait une critique dessus, Terminator. Non, je ne parlais toujours pas du Joker. Ma critique est disponible, je mettrai un lien quelque part, je sais pas encore où. Il y avait 2 points que j'avais oublié de soulever quand même, que je voulais dire, après je passe à mon fameux top 3. J'aimais le soupçon que si James Cameron a produit ce film pour récupérer des thunes pour Avatar 2, je trouve ça horrible de bousiller une franchise aussi extraordinaire que Terminator pour ça en fait. Je suis sûr qu'il aurait pu trouver d'autres moyens. Le deuxième point que je n'ai pas soulevé, c'est Carl. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Carl? Sérieusement. Après sa mission, il est devenu passif et a voulu étudier les êtres humains. Et ensuite devenu un mari et un beau-père. On n'a plus le T800 d'avant, quoi. Ça, on peut oublier. Honnêtement, ils auraient pu faire un truc du genre... J'ai étudié les êtres humains et j'en suis arrivé à la conclusion que je devais être un ermite parce que l'humain est voué à l'autodestruction, je sais pas quoi. Là, on aurait eu un truc philosophique et ça aurait été vachement cool. Mais pas du tout. C'est tout ce que j'avais à rajouter sur Terminator. On va passer au top 3. En 3ème position... Dans les hautes herbes. Cette année, il y a eu beaucoup d'adaptations d'œuvres de Stephen King. Et j'ai l'impression que Netflix s'est dit, bah tiens, les adaptations de Stephen King marchent, bah on n'a qu'à en faire une. Ils ont pris les hautes herbes, et ils l'ont souillé. Je veux pas être aussi méchant avec un film, mais là je suis désolé, absolument tout est moche et dégueulasse. Visuellement, on passe pas un bon moment, c'est trop sombre, les acteurs surjouent, et ce n'est pas une blague, ils surjouent, il y a une scène où c'est limite drôle tellement la fille surjoue. Quoi d'autre Ah oui, moi j'aime pas les films d'horreur, j'ai horreur de ça parce que je suis vraiment un fragile devant. Et ce film ne m'a absolument pas fait peur, alors qu'il était classé horreur, et qu'il était censé faire peur. C'est juste qu'en termes de réalisation, c'est tellement prévisible qu'on sait à quel moment la créature va apparaître pour soi-disant faire un jumpscare. Et ça marche pas, parce que j'ai vu le film, j'étais genre, ah ouais, ok. Maintenant, c'est même pas dommage, c'est juste bête d'avoir pris un livre et de l'avoir adapté aussi mal.
valait mieux ne strictement rien faire. En numéro 2, je suis désolé, c'est encore un film Netflix. Serenity, j'ai oublié le réalisateur, mais c'est une production Netflix encore une fois. Même symptôme que pour I Am Mother et pour Dans les Hautes Herbes d'ailleurs. Dans ce film, il y a un casting absolument incroyable, mais ce film, quand j'ai vu le film, je me suis dit pourquoi vous l'avez réalisé? Parce que rien ne va. On a vite compris qu'il voulait faire un genre de mélange entre Inception, Ready Player One et un certain final un peu climax à la Interstellar. Bah non, ça passe pas du tout. Je trouve que la réal est moche. Il y a une scène où tu te dis mais c'est une blague d'avoir filmé comme ça. Je veux pas être méchant, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en regardant ce film. Et les dialogues en fait sont tellement mauvais qu'ils en deviennent gênants. Je suis assez étonné que Matthew McConaughey ait pu tenir des répliques aussi nulles et impertinentes. Même sur papier, l'idée était un peu bizarre, l'univers est un peu raté. Ce film va d'un point A à un point B, mais il se passe rien d'extraordinaire dedans. Et il se passe rien d'incroyable, il n'y a pas de véritable twist. Il y en a un, mais quand tu comprends le truc, tu te dis mais en fait le film perd complètement le fil. Et c'est bête. Et c'est bête d'avoir réalisé ça. Il n'y a aucune pertinence et aucune plus-value au secteur des films fantastiques. D'ailleurs, ce film que je considère comme fantastique n'a strictement rien de fantastique visuellement. Ça en dit long sur le budget qui est attribué au film Netflix. Pour le premier, je fais un petit topo. Quand je parle de ce que je fais sur YouTube, je dis je fais de la critique cinéma. Mais dans l'absolu, quand on fait bien attention, je donne mon avis. Quand je vais tenir un propos du genre le dernier Terminator ne fonctionne pas parce qu'il détruit une franchise, là on parle d'une critique parce que c'est réellement ce qui se passe. Mais quand je vais dire je n'ai pas aimé Hobbs & Shaw, c'est totalement un avis. J'essaie de plus donner mon avis en essayant de bien construire plutôt que de faire une critique et de rabâcher un film qui par moment ne pourrait pas le mériter parce qu'on sait que derrière il y a une grosse équipe qui travaille, il y a un gros budget qui est donné, le réalisateur fait un travail de fou aussi, de même pour les acteurs. Donc je me dis tout simplement, je n'ai pas à cracher sur leur boulot si je ne sais pas comment ça s'est passé au moment de la réalisation. Sauf pour ce film, Brightburn, réalisé par les frères Gunn. Ce film, c'est littéralement la blague de l'année. Et quand je dis blague, c'est pas dire « Oh, c'est une blague parce que ce film est nul ». Le synopsis est une blague entre les frères Gunn. Ils se sont dit « Tiens, si Superman, enfant, était méchant, on va en faire un film ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être sympa parce que un Superman méchant, bon, ça existe déjà dans les comics, mais je pense qu'ils auraient pu partir sur un truc cool. Mais juste, là, c'est pas possible. Non, alors, non seulement c'est mal réalisé, les personnages ne sont pas attachants du tout, il y a absolument aucun background, on ne sait pas pourquoi l'enfant, je sais plus comment il s'appelle, fait tout ce mal, parce que c'est clairement ça. Pour faire un synopsis assez court, c'est l'histoire d'une météorite donc, qui a atterri dans la ferme d'un couple, et s'y trouve à l'intérieur un enfant, un bébé, qui s'avère avoir des pouvoirs surnaturels, exactement comme Superman jusque-là. Et arrivé à l'adolescence, il se rend compte qu'il a des pouvoirs surnaturels, et va commencer à s'en servir. Et là où ça va poser un problème, c'est lorsqu'on comprend en fait que la météorite, c'est une espèce d'entité maléfique. Il essaye d'appeler l'enfant pour qu'il vienne vers lui, et lui dise comme message « Prends le monde ». Et à partir de là, il va commencer à tuer tous les gens de son entourage pour des raisons totalement injustifiées. Donc il va tous les tuer. Et au préalable, il fera un dessin de comment il tue justement ses proches ou les personnes de sa famille. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne sait pas pourquoi l'entité maléfique fait tout ce mal. S'il y avait une justification, à la limite, on aurait pu dire ok, pourquoi pas. Mais en fait, c'est ce qui se passe pendant tout le long du film. On ne s'attache absolument à personne. Et même à la fin, il va tuer sa mère. Juste avant, il tue son père. Et ça se finit comment? Ça se finit avec une scène où un journaliste, joué par l'acteur de Yondu, explique, en gros, et je rigole pas, attention, il y a un enfant qui détruit le monde, sortez couverts. C'est littéralement ce qui se passe, il n'y a aucune conclusion, ça dure 1h30, 1h37, et c'est tout. Donc ce film, en fait, ça part d'une blague entre deux frères, voire trois, parce que je crois qu'il y a James Gunn en plus qui est à la prod, et ça ne fonctionne pas. Donc je considère ce film comme le numéro 1 en flop 2019, en tout cas mon flop 2019, et c'est ainsi que je vais conclure la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, c'est cool. Vous vous doutez bien que s'il y a un flop, il y aura aussi un top, et ben j'y veillerai. Alors cette vidéo, elle est censée sortir à la fin du mois, donc si tel a été le cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et si c'est pas le cas, passez une bonne journée. Ou bonne soirée, j'en sais rien. Salut!